Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro 3 d'Afrique-Actu, avec toujours notre éminent expert Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe, et Bonjour Alfred. qui connaît parfaitement les problématiques africaines. Donc Emmanuel, ma première question, c'est sur l'importance des pays du Golfe dans la réalité aujourd'hui africaine. Par exemple, l'Égypte, qui est en difficulté, a bénéficié récemment d'un prêt de 8 milliards de dollars du FMI. Et puis, quelques temps plus tard, ce sont les Émirats arabes unis qui offrent à l'Égypte 35 milliards. Alors, on sait déjà que l'Arabie saoudite est très active. Enfin, un petit État comme les Émirats est capable de sortir 35 milliards pour un pays ami en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire de la mise en perspective de l'importance du Golfe avec les pays africains ? Vous avez raison de mentionner le fait que c'est une confirmation de l'intérêt de longue date des pays du Golfe, qui accessoirement sont voisins ou voisines du continent africain. Ça implique les pays du Golfe Persique, mais ça implique aussi plus généralement les pays membres de la Ligue arabe, auxquels appartiennent un certain nombre de pays africains, qui d'ailleurs se réunissent ces jours-ci à Manama, à Bahreïn. Alors, l'implication ou la montée en puissance des pays du Golfe se fait de trois manières. Elle se fait de manière économique, c'est assez classique. Le soutien à des économies qui sont en difficulté. Vous auriez pu aussi rajouter le soutien attendu du président Kais Saïd d'un certain nombre d'États déjà mentionnés. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont aussi promis de pourvoyer à ce que le FMI, pour l'instant, met sous condition les 2 milliards d'euros dont a besoin la Tunisie pour résister à la crise auquel elle fait face depuis maintenant presque 3 ans, depuis que le président Kais Saïd a été élu. On pourrait rajouter aussi le Maroc, qui est un pays avec lequel les pays du Golfe ont de très nombreuses et de très fructueuses relations, amplifiées par les accords d'Abraham en octobre 2020. On pourrait par exemple mentionner le fait que dans le développement des provinces du Sud, autrement appelé le Sahara occidental ou le Sahara marocain, il y a des investissements massifs des Émirats arabes unis en matière d'hydrogène vert, en matière de soutien aux projets d'infrastructure, notamment le développement des activités halieutiques à Darla. Mais il y a aussi la dimension, diplomatique, le deuxième élément. Et là, pour le coup, c'est moins les pays du Golfe que vous avez mentionnés, les Émirats arabes unis ou éventuellement le Qatar, qui est un autre acteur, mais c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite va faire de Riyad 2030, l'exposition universelle qui va se tenir en Arabie saoudite, une exposition universelle qui sera à part égale, ou en tout cas qui donnera la pleine égalité. C'est comme ça que Mohammed Ben Salman, le Premier ministre et le prince héritier, l'a évoqué, en évoquant le fait que ce sera une exposition universelle en Arabie saoudite pour les Africains, avec 343 millions de dollars que le royaume saoudien va donner aux délégations africaines pour prosaïquement construire leur pavillon. Et puis, l'intérêt de l'Arabie saoudite comme des pays du Golfe, c'est de contribuer à l'obtention ou la mise en application des objectifs du développement durable à l'horizon 2030, qui sont évidemment impactés par le continent africain ou par les politiques menées par le continent africain. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un développement win-win, gagnant-gagnant, pour le continent africain qui a besoin de subsides, pour résister à l'impact des crises, la crise de la pandémie et les crises sécuritaires et migratoires qui s'y adjoignent, et puis pour les pays du Golfe, l'idée de développer une politique de voisinage qui implique pas seulement de se penser dans le Proche et le Moyen-Orient, mais de se penser en Méditerranée, dans l'espace océan Indien, océan Pacifique, dans l'Indo-Pacifique, comme on l'appelle désormais, et bien évidemment avec une cohérence pour créer de la convergence diplomatique dans le cadre de ce qu'on appelle désormais le Sud global. Alors, la deuxième question, ça concerne le Nigeria. Il y a 3 chiffres qui font... C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, parce que on peut s'inquiéter d'un syndrome vénézuélien pour le Nigeria, parce que l'inflation est à 33,69%. Le Naira s'est déprécié de 40% par rapport au dollar. Et puis, de 2017 à 2021, le pays a enregistré
7143 actes de vandalisme contre les installations, pétrole, pipeline et autres. Donc, comment on peut imaginer que ce pays va s'en sortir, puisque c'est un poids lourd de l'Afrique de l'Ouest, et en même temps, c'est très inquiétant, quoi, cette situation. Alors, on affirme que le Nigeria est un poids lourd. C'est un colosse au pied d'argile, quand même. Vous parliez du syndrome vénézuélien, on pourrait rajouter le syndrome hollandais. Le problème du Nigeria, c'est qu'il a développé, me semble-t-il, son développement économique, sa résilience socio-économique autour des hydrocarbures. Or, il n'est pas le seul pays à produire des hydrocarbures. La découverte de nouveaux champs pétroliers et gaziers tout le long des côtes africaines, prenons juste celle de l'Afrique occidentale au large du Sénégal, au large de la Mauritanie, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, le développement de la demande européenne, puisque maintenant 4% du gaz que nous utilisons dans l'espace européen provient du golfe de Guinée, nonobstant les 15-16 qui proviennent d'Algérie, font qu'il y a une demande, mais une demande concurrentielle. Ensuite, le développement économique du Nigeria s'est focalisé énormément sur la côte, avec les richesses pétrolières qui s'y trouvent, dans le delta du fleuve Niger notamment, autour de Lagos dans un deuxième temps, mais en oubliant que le Nigeria était un pays qui a une majeure partie de sa population qui se trouve aussi dans le nord, avec un développement exponentiel des difficultés liées à cette urbanisation et les questions sécuritaires que vous mentionnez. Et puis c'est un pays qui a fait sans doute des choix relativement fragiles ou fébriles en matière économique, qui fait que le Nigeria n'est plus la première puissance économique du continent africain, mais désormais la quatrième, dépassée par l'Afrique du Sud, dépassée par l'Égypte et désormais dépassée par l'Algérie. Donc le modèle économique fédéral, dans une logique où il y avait la nécessité d'œuvrer à centraliser un processus décisionnel dans un pays vaste, mais un pays très peuplé. Or, là, le modèle développé par le président Tinubu, le nouveau président Tinubu, est peut-être moins décentralisé et peut-être reconcentré autour donc de la capitale Abuja, d'où les incivilités que vous mentionnez, d'où le maintien de la menace terroriste. Boko Haram existe depuis 2009. Il y a eu une explosion, ou du moins une relance de la menace terroriste, nord-est et nord-ouest, qui est aussi liée, il faut avoir l'honnêteté de le dire, aux instabilités des pays du voisinage. Le Niger, le Burkina Faso, et bien sûr le Tchad et le Cameroun. Donc le Nigeria se retrouve dans une situation où il n'est plus exclusivement le modèle d'attraction de l'espace anglophone. Il s'est un peu mué dans une forme d'absolutisme pour essayer de se positionner dans la CEDEAO, alors même que la CEDEAO voit d'autres modèles économiques le concurrencer, notamment dans l'espace francophone, l'UMOA avec la Côte d'Ivoire. Bref, le Nigeria est un petit peu gagné par ce syndrome hollandais qui consiste à être pris au piège d'un développement économique quasi exclusivement focalisé sur une richesse aux dépens des autres richesses qui auraient pu assurer un développement plus harmonieux du pays. Oui, c'est la malédiction de la rente pétrolière. C'est effectivement la malédiction de la rente pétrolière. Alors, un mot sur le Togo. Bon, ça date déjà d'une quinzaine de jours, ou 3 semaines. Mais donc, le président Faure a fait passer une révision de la Constitution qui fait basculer le régime du présidentiel au parlementaire. Alors nous, en France, on a une critique assez récurrente du régime parlementaire. C'était notre 4e République, où les gouvernements pouvaient durer 3 semaines ou 3 mois. Et donc, c'était très instable. En même temps, et c'est l'autre versant de la question, on entend dire ici et là, notamment au sein de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, que chaque pays doit trouver son mode d'expression démocratique. Autrement dit, que l'universalisme conceptuel de la démocratie tel que nous l'avons vécu à l'occidental n'est pas forcément toujours adapté aux réalités africaines, à la culture africaine.
Donc, quelle est votre analyse de cette réalité nouvelle, Emmanuel ? Bien que je respecte infiniment l'aspiration démocratique développée par l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, auquel vous faites référence, je ne suis pas du tout certain que ça s'adapte au cas togolais. Bon, premièrement, de ce que l'on sait, il y a une révision constitutionnelle qui a été votée il y a de cela un mois, qui a été promulguée le 6 mai dernier, qui directement devrait rentrer en application le 21 mai prochain. Or, personne n'a vu la Constitution. Personne ne sait ce qu'il y a dans la Constitution. C'est d'ailleurs une des critiques de la part de l'opposition historique, Jean-Pierre Fabre notamment, le chef historique de l'opposition. Deuxièmement, cette réforme constitutionnelle me semble un peu inappropriée. Alors, pour rentrer dans le détail, elle a été rendue ou présentée comme nécessaire dans le cadre de l'état d'urgence. Or, pour l'instant, il n'y a pas d'état d'urgence réel au Togo. Certes, il y a des incursions de plus en plus manifestes de groupes armés terroristes dans le nord-est du pays. Mais ça ne justifie pas le fait de déclarer l'état d'urgence sur l'ensemble du pays par rapport à cette question sécuritaire. Donc le président Faure Gnassingbé, finalement, s'offre une 5e République, cousu main, où il n'a plus besoin, finalement, d'être président, puisqu'il aura un président du Parlement, ou un président du Conseil, un Premier ministre, qui détiendra le pouvoir, la réalité du pouvoir. Or, l'Assemblée nationale togolaise est composée on est à 85 membres donc, du parti unique UNIR, enfin du parti majoritaire, UNIR. Donc le président restera président sur un mandat qui n'est non plus de 5 ans, mais de 7 ans. Il est revenu à un septennat, donc il prolonge finalement sa durée de mandat. Son pouvoir restera symbolique, mais son parti, je rappelle que la famille de Faure Gnassingbé avec son père Eyadema, Gnassingbé Eyadema, est au pouvoir depuis 40 ans, lui-même est au pouvoir depuis 2005, donc il s'arroge finalement, il constitutionnalise le maintien au pouvoir pour encore 5 ans, et comme la nouvelle constitution vraisemblablement validera en tout cas sur le papier la règle de l'interdiction du 3e mandat, au moins pour 10 ans de plus. Donc il prolonge, sans passer par la case élection, son pouvoir. Merci pour ces précisions, Emmanuel. Cependant, j'ai lu dans un article que l'avantage de cette transformation de la Constitution, c'est qu'en régime parlementaire, il n'y a pas de limitation de mandat. Un Premier ministre... Voilà. Du Premier ministre, je parle du président. Oui, oui. Le président. Mais le président, encore une fois, comme on bascule, effectivement, vous avez raison de le mentionner, j'aurais dû le préciser, on bascule en régime parlementaire, l'exercice du pouvoir se fera à l'Assemblée. C'est l'Assemblée et le Sénat qui éliront le président, enfin le président du Conseil. Mais par contre, il y aura sans doute, symboliquement, encore une fois, ni vous ni moi, et encore moins les Togolais, n'ont vu la Constitution, il y aura sans doute une limitation du mandat présidentiel à pas plus de 2 mandats, mais comme on reprend depuis le début, ça veut dire 10 ans de plus. Ah pardon, 14 ans de plus. Au moins. Non, parce qu'on a basculé en septembre. C'est QFD, enfin bon, ok. Donc Emmanuel, une question transverse, c'est celle de l'immigration. On aurait pu aussi bien évoquer le terrorisme, mais j'y viendrai tout à l'heure. Le Parlement européen a adopté le 10 avril une réforme, le pacte sur la migration et l'asile, qui devrait s'appliquer en 2026. Et parmi les projections, on prévoit d'accueillir à terme jusqu'à 120 000 migrants par an. Moi, je suis surpris, parce que 120 000, vu l'état des choses que l'on sait, ne serait-ce que de l'immigration illégale, est-ce que ce n'est pas sous-évalué par rapport à la réalité ? Vous faites bien de mentionner qu'il s'agit de migration légale. Oui. Et de migration, comme l'on dit, sûre, régulière et régulée. D'ailleurs, ce pacte migratoire n'est pas une nouveauté. Il est en discussion depuis longtemps au Parlement européen. Il a été voté le 24 avril dernier, vous l'avez mentionné, et il sera mis en application avec la nouvelle mandature consécutive à l'élection européenne. Mais il faut revenir un peu en arrière. En 2016, à l'ONU, avait été votée une résolution pour que l'on adopte un pacte mondial des migrations pour les sécuriser,
les régulariser et les réguler. Ce qui avait donné naissance au pacte de Marrakech, qui avait été voté en décembre 2018 par, je crois, peut-être pas 193, mais au moins minimum de 190, quasi-totalité des pays qui siègent à l'ONU. Ça veut dire qu'on prend conscience qu'il faut trouver un véhicule juridique pour mieux encadrer l'immigration régulière, avec sans doute des évolutions sur la nature de l'accueil, avec non pas des quotas, vous parlez de 120 000 en question, mais de prise en compte des politiques publiques pour pouvoir assumer, absorber d'une certaine manière ces flux migratoires qui régulièrement ne vont pas s'arrêter. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? Ceux qui ne sont pas réguliers, ceux qui ne sont pas réguliers, et qui sont donc irrégulières. On évoque souvent, avec des chiffres sans doute exagérés, l'idée que l'on soit à l'aune d'un grand remplacement. C'est les thèmes qui ont été utilisés par certains responsables politiques de manière abusive et totalement fallacieuse. Mais si l'on prend les 10 dernières années, il y a eu des pics migratoires. En 2015, il y a eu 1,5 million de personnes qui ont traversé la Méditerranée. On en est aujourd'hui au chiffre que vous évoquez, c'est-à-dire l'année dernière 110 000, avec un pic de 120 000. Ça veut dire que l'Union européenne peut très bien absorber ces migrants. La question qui est posée aussi par ce pacte, c'est la définition de ces migrants. Sont-ils des migrants économiques? Sont-ils des migrants politiques? Demandent-ils l'asile politique? Ou veulent-ils obtenir la nationalité des pays d'accueil? Donc, avec ce pacte migratoire, se pose automatiquement la question de l'harmonisation des pays européens dans l'accueil. Or, jusqu'à présent, et d'ailleurs ce qui fut l'objet de hiatus entre le nord et le sud de l'Europe, c'était les pays du front qui demandaient qu'il y ait plus de solidarité des autres pays. L'Espagne, l'Italie et la Grèce. Et dans une moindre mesure la France, mais surtout l'Italie et la Grèce. Ce qui a donné des visions peut-être unilatérales de la réponse à la question migratoire. Giorgia Meloni qui a signé ou qui a initié des partenariats bilatéraux avec le Premier ministre Edi Rama en Albanie, avec le président Kais Saïd en Tunisie, avec le président le Premier ministre d'Abeiba, président du gouvernement d'un accord national en Libye. Donc il fallait nécessairement que l'ensemble des pays européens prennent conscience que c'est un problème qui ne concerne pas que les pays massivement touchés par la question migratoire. Donc ça va se mettre en place avec la nouvelle mandature. Et d'une certaine manière, cela montre la nécessaire solidarité entre les pays du Sud et les pays du Nord, avec peut-être, faut-il le rappeler, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit, que le continent africain, l'Union africaine va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, car les questions migratoires, on ne le dira jamais assez, concernent avant tout la migration intracontinentale. Oui. Et que c'est pour ça que le pacte de Marrakech évoquait le fait que une partie des migrants traversaient la Méditerranée, mais qu'une partie des migrants subsahariens traversaient surtout les frontières pour se rendre dans les pays du voisinage. La Guinée vers le Maroc, et on le voit aujourd'hui de manière scandaleuse, parce qu'il y a l'instrumentalisation de ces migrants subsahariens du Niger vers la Tunisie, du Niger vers l'Algérie, ce qui a provoqué des crises, car les deux pays que j'ai mentionnés, l'Algérie et la Tunisie, refoulent systématiquement les migrants subsahariens. Alors, il y a quelques années, justement, le chiffre qui était connu concernant la migration africaine vers l'Occident, on va dire, donc non intracontinentale, c'est de l'ordre de 3%, ce qui veut dire que 97%, évidemment, c'est une migration intra-africaine. Non, mais vous avez raison, Alfred, de mentionner qu'il y a beaucoup de mythes derrière tout cela, oui, avec l'idée que le continent africain, qui va être dans une explosion démographique plus 350% de croissance démographique à l'aune de la fin de ce siècle, alors que le continent européen va diminuer en termes de population, moins 20% de sa population, il y a cette perception, encore une fois fallacieuse et erronée, d'un entonnoir dans lequel le continent africain va se déverser vers une Europe de plus en plus dépeuplée. Mais je ne crois pas que ce soit ça la réalité. Il va y avoir de plus en plus de migration du continent africain vers les pays du Golfe, parce que les pays du Golfe ont besoin d'une main-d'œuvre pour se développer. Il va y avoir de plus en plus d'interactions entre les pays du Sud eux-mêmes.
de par l'Atlantique, la façade atlantique de l'Amérique latine et la façade atlantique, les 23 pays de la façade atlantique continentale, beaucoup plus d'intégration, encore une fois, de voisinage, Espagne, Maroc, Tunisie, Algérie, Grèce, dans une moindre mesure, la Libye, la Turquie et les pays du Levant. Et je crois que c'est ça dont il est question. En gros, en synthétisant, il faut trouver les moyens d'humaniser les transhumances qui vont aller crescendo. Il y a des chiffres totalement, je crois, exagérés, en évoquant le fait qu'aujourd'hui, on est quasiment à 85 millions de migrants climatiques, mais que dans une dizaine d'années, ou exagérons un petit peu, dans une vingtaine d'années, on sera à quasiment 250-300 millions de migrants climatiques. Mais vous avez raison de mentionner que les migrations climatiques ne vont pas forcément dire qu'ils vont aller vers le nord. Ils vont juste se déplacer, d'ailleurs de plus en plus d'est en ouest, vers des pays qui réussissent mieux leur intégration économique. Pour l'exemple du Sahel, une migration vers le Sénégal ou une migration de plus en plus forte que l'on peut voir, par exemple, du Soudan du Sud ou du Soudan vers l'Éthiopie. Emmanuel, je vais vous enregistrer là parce que ça m'est utile. On va parler de l'Europe, mais au travers, on va faire un petit détour par l'Assemblée nationale française. En clair, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, le 30 mai, donc Africapresse.Paris organise à la salle Colbert, la fameuse salle Colbert de l'Assemblée nationale française, une conférence sur l'impact du dérangement qui a été en cours dans les pays du Sahel, sur les pays riverains, enfin les pays frontaliers et riverains de la côte, donc de la Mauritanie jusqu'au Cameroun d'ailleurs, l'impact économique et sécuritaire. Et parmi les éminents panélistes dont vous faites partie, il y a aussi... Je m'en réjouis. J'y compte bien. Moi aussi. Il y aura aussi Madame Emanuela Del Rey, qui est ancienne vice-ministre italienne des Affaires étrangères et qui est actuellement la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Alors, que savez-vous nous dire, Emmanuel, sur l'action de l'Europe pour pallier les difficultés de cette vaste région et donc tous les problèmes que cela pose? Alors, déjà, il faut s'honorer du fait qu'Emanuela Del Rey puisse venir introduire cette conférence importante. Alors, on utilise le mot anglais du de-risking, mais je crois que c'est ça dont il est question. Ouais. Dérisquer les investissements économiques qui doivent se maintenir, car il ne faut jamais oublier que, nonobstant les coups d'État, au Mali en 2020, au Niger et au Burkina Faso en 2021 et au Niger en 2023, il y a des populations. Il y a 150 millions de Sahéliens qui ont besoin de maintenir un niveau de vie ou tout simplement de survivre dans cette région où se maintient malheureusement un risque terroriste fort. C'est pour ça que l'Union européenne n'a pas voulu couper les ponts avec les populations, la société civile, avec les partis politiques, même si c'est difficile, car un certain nombre de pays les ont interdits. C'est le cas, par exemple, du Mali. Et donc, l'Union européenne a un rôle structurant. A été mise en place une stratégie Sahel de l'Union européenne en 2011, renouvelée en 2021. Entre-temps, Madame Del Rey, Emanuela Del Rey, a été nommée représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, avec une enveloppe budgétaire d'à peu près 7 milliards d'euros, dont le but est de développer, favoriser la résilience économique des pays du Sahel. Les 5 pays du Sahel, comme on a tradition de les associer, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Mais au-delà, moins en direction de la Corne de l'Afrique, même si les interactions entre le Tchad, le Soudan et la Libye sont évidentes, le Niger et l'Algérie, ou le Mali et l'Algérie, mais de plus en plus dans une logique d'Afrique de l'Ouest, en associant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye dans les insécurités sahéliennes, et puis désormais les pays riverains du golfe de Guinée, avec l'idée qu'a été créée en juillet 2021 une coalition Sahel dont le but est de favoriser des projets d'infrastructures, de développement durable, d'intégration économique, de soutien
à l'agriculture ou à l'éducation. Bref, traditionnellement, des politiques d'aide au développement ou d'accompagnement ou de coopération ou de partenariat plutôt, je préfère le dire ainsi, en termes de développement. Donc l'Union européenne a cette capacité financière. Ensuite, l'Union européenne a aussi une capacité morale importante. À partir du moment où un certain nombre de pays dans la région, ce sera, je crois, le cœur du sujet le 30 mai prochain, notamment les pays qui désormais appartiennent non plus à la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais à l'Alliance des États du Sahel. L'Union européenne ne peut pas couper les ponts avec les institutions avec lesquelles elle a coutume de travailler. Il faut maintenir des coopérations en matière sécuritaire pour former les forces armées, et c'est d'ailleurs ce que tente de faire l'Union européenne en maintenant sa mission de formation et d'entraînement au Mali, ou ce qu'elle tente de faire, plus difficilement, je vous l'accorde, au Niger. Mais il faut continuer à maintenir une relation humaine avec les différents interlocuteurs. Puis le dernier point, et je crois qu'il est absolument déterminant, l'Union européenne a besoin d'avoir une politique sahélienne. Pendant très longtemps, d'ailleurs la Commission européenne et le Conseil européen, dont dépend le Service européen d'action extérieure, ont eu le sentiment qu'un pays, nommément la France, préemptait la relation à l'Afrique et plus précisément à la relation au Sahel. Parfaitement compréhensible avec l'investissement militaire qui est le nôtre, avec l'opération Serval depuis 2013. Or, l'Union européenne, c'est 27 pays. Donc il faut que les 27 pays aient une conscience équivalente de l'importance du développement harmonieux du continent africain et plus précisément de la sécurisation du Sahel. La dernière mission donc de Emmanuel Del Rey, je crois qu'elle nous en parlera beaucoup et évidemment plus en détail, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans chaque pays européen la même détermination et la même importance de stabiliser le Sahel. Pour toutes les questions qu'on a évoquées du reste précédemment, pour éviter que la crise migratoire, que la question migratoire devienne chrysogène, pour éviter que la question du terrorisme ne se répande sur l'ensemble donc des pays qui appartiennent à la CEDEAO et plus en filigrane vers la partie donc orientale du Sahel, vers la Corne de l'Afrique, puis vers l'Afrique centrale. Donc le rôle de l'Union européenne est déterminante. Et puis dernier point, ce que nous ne pouvons plus faire, car nous sommes dans une logique de repli, dans une logique où nous devons tenir compte des réalités qui ne nous sont pas favorables. Au Tchad, après les élections de la semaine dernière, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans une moindre mesure, même si les signaux sont contradictoires au Sénégal, nous devons faire en sorte que si un certain nombre de pays ont, je cite, mauvaise presse dans la région, ou sont attaqués, de manière sans doute artificielle, on aura l'occasion d'en reparler de maintes fois dans nos rendez-vous bimensuels, l'Union européenne peut pourvoir à maintenir un cordon ombilical, si je puis m'exprimer ainsi, avec la bande sahélo-sahélienne. Moi, personnellement, je me réjouis que des personnalités italiennes accèdent aux plus hautes responsabilités européennes. Alors, vous avez raison, c'est la première fois que le représentant spécial de l'Union européenne n'est pas un Français. Et parce que l'Italie est légitime dans son implication, dans l'engagement avec l'Afrique, évidemment. Et deuxièmement, c'est notre deuxième partenaire économique après l'Allemagne. Et troisièmement, on a trop souvent tendance à sous-estimer l'Italie, culturellement pour des tas de raisons, mais bon, c'est une réalité. Emmanuel, nous avons presque respecté le tempo. On n'a que 2 minutes de retard. Donc merci. C'est exceptionnel. Nous allons recevoir un ami commun tout à l'heure, Mohamed Zidou, qui est président du groupe interparlementaire, président marocain du groupe interparlementaire d'amitié Maroc-France, en l'occurrence. Monsieur Christian Cambon étant... De la Chambre des conseillers, qui est l'équivalent du Sénat marocain. Du Sénat, voilà, le sénateur Cambon étant son alter ego. Et on se réjouit parce que c'est un pas de plus vers des retrouvailles franco-marocaines, puisque là, il a été reçu au Sénat, il est ici à Paris. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a eu un déplacement important, très symbolique, avec un dépôt de gerbes devant le monument des Goum,
des Goums et des tirailleurs sénégalais, enfin des tirailleurs africains en général, à côté des Invalides, avec la secrétaire d'État aux anciens combattants Patricia Miralles. Un déplacement qui s'est aussi déroulé à Marseille, mais Mohamed Zidou en parlera davantage, pour effectivement donner du corps, et non pas seulement de la symbolique, au rabibochage, on peut l'exprimer ainsi, entre la France et le Maroc. Il faut des actes concrets. Un certain nombre de ministres français se sont rendus au Maroc. Un certain nombre de responsables politiques marocains se rendent en France. Et c'est le début d'une normalisation de nos relations diplomatiques, espérons-le. Merci Emmanuel. On se retrouve vous, très bientôt pour préparer Africactu 4. Avec plaisir. Merci. Bien, nous voici à la deuxième partie de l'émission donc Africactu numéro 3. Et nous accueillons Monsieur le Président du groupe parlementaire d'amitié Maroc-France, qui est conseiller, c'est-à-dire l'équivalent de sénateur au Maroc, exact. Et membre du parti Istiqlal. Et là, c'est en tant que président du groupe d'amitié que nous vous accueillons, Monsieur Mohamed Zidou. Et on se réjouit de pouvoir vous accueillir parce qu'en vérité, vous êtes arrivé dimanche et depuis lundi, vous n'avez cessé d'être reçu partout, au Sénat, à l'Assemblée. Vous étiez en début de semaine d'ailleurs aussi à Marseille et à Fréjus, où vous avez participé à des cérémonies commémoratives qui sont les bienvenues d'ailleurs parce que je pense que beaucoup de Français ignorent deux choses. D'abord que 10 000 soldats marocains sont morts pour la France, et la deuxième que Sa Majesté le roi Mohamed V avait été élevé, si j'ose dire, à la dignité de compagnon de la libération par Charles de Gaulle. Donc il y a peu de chefs d'État au monde qui peuvent s'en prévaloir, on est bien d'accord. Bon, sauf peut-être Churchill, évidemment. Donc, Monsieur le Président, on se réjouit de votre présence, et j'aimerais que vous nous racontiez un peu les échanges que vous avez pu avoir, qu'est-ce qu'il en ressort, comment ça s'est passé? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et effectivement, notre mission, ça rentre dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Et ça rentre aussi dans le cadre des échanges entre les deux groupes d'amitié France-Maroc, présidé par Monsieur le Président et ami, Monsieur Christian Cambon, avec qui on a des relations extrêmement importantes et pour lesquelles on a travaillé pendant longtemps et d'une façon assidue et sérieuse durant 3 années où il y avait effectivement un certain gel relationnel entre le Maroc et la France. Donc notre visite a débuté à Marseille. Elle a débuté à Marseille d'abord parce que c'est aujourd'hui, la France fêtera 80 ans de débarquement. Et on a visité le Mont Faron, qui était le mémorial du Mont Faron, qui est un monument extraordinaire. Parce qu'il y a des faits historiques. Il y a une reconnaissance d'un certain nombre de pays qui ont participé à l'indépendance et à défendre la souveraineté de la France, dont le Maroc a joué un rôle extrêmement important, les tirailleurs, les Goums, et qui ont joué un rôle extrêmement important. Et là, on a eu l'avantage de voir une séance cinématographique voyant l'axe et l'activité essentielle de l'importance des tirailleurs et des Goums marocains. Effectivement, c'était un moment aussi que la France reconnaît ce qu'il a fait le Maroc pour son indépendance et sa souveraineté. Comme vous l'avez si bien dit, que Charles de Gaulle a toujours considéré Sa Majesté le roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi Mohamed V, que Dieu et son âme, a été toujours considéré comme le compagnon de libération. Et cette qualité très rare, le chef d'État, on peut avoir une telle qualité, et ceci est un témoignage fort de la relation d'amitié et de la relation qui liait la France
au Maroc et à Charles de Gaulle et à Sa Majesté Mohamed V. Donc, effectivement, après on s'est déplacé à Paris, pour lequel on avait des séances de travail extrêmement importantes au Sénat. On a été reçu par le président du Sénat, le président Gérard Larcher, avec qui on a entretenu entamé des discussions sur des dossiers d'intérêt commun, et essentiellement, on a pu mis en relief et en importance l'activité de la diplomatie parlementaire et essentiellement l'importance du groupe d'amitié. Lorsqu'on maintient ce lien du groupe d'amitié, oui. À quoi ça sert dans les moments difficiles? Quel rôle peut jouer le groupe d'amitié? Et c'est ça ce qui a été mis en relief lors de notre discussion, évidemment. On a mis aussi en relief et en discussion sur l'intérêt de notre position sur l'intégrité territoriale de notre pays, pour lequel le Maroc et le problème du Sahara est un problème existentiel pour nous, parce que c'est une affaire d'un peuple. Par contre, les riverains, c'est une affaire diplomatique qui mène un petit peu pour ralentir l'évolution économique et industrielle du pays, mais pour nous, c'est un problème existentiel pour lequel tout Marocain se sent concerné et se sent touché dans sa dignité. Et que la France, on a expliqué au président Larcher que la France connaît la réalité historique de notre pays et les limites frontalières, puisque en signant le pacte de protectorat en 1912, la France connaissait la réalité frontalière du Maroc. Partant de ces deux principes, connaissant la réalité frontalière et remettant les choses dans leur conjoncture historique, connaissant la limite et la réalité frontalière du Maroc, reconnaissant ce qu'a fait le Maroc pour la défense de la dignité et de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire que le Maroc a toujours été attaché aux valeurs de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des pays. On n'a jamais le Maroc été impliqué, quel que soit, dans le cadre de soutien des séparatistes pour décortiquer un pays souverain. Donc, partant de ça, le soutien du Maroc à l'intégrité territoriale de la France, la réalité historique que connaît la France sur les frontières, on était en mesure de demander à un pays ami, avec qui on a partagé toute une histoire, qui est la France, que la position doit être claire aujourd'hui. On ne peut plus être dans une situation de grisâtre, soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais la France, on ne peut pas oublier qu'elle a toujours soutenu le Maroc depuis 2017, lorsque le Maroc a déposé ce plan d'autonomie sous la souveraineté marocaine. La France était parmi les premiers pays à soutenir cette vision. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette vision de soutien. Car la tendance internationale a changé. Le monde a changé. Le Maroc a changé dans sa modernisation industrielle, économique, politique, démocratique, sa politique en Afrique, et même sa politique vis-à-vis des pays avec qui on a un lien extrêmement important sur notre intégrité territoriale. Par conséquent, aujourd'hui, on a expliqué que puisque la tendance internationale a changé, que plus les États-Unis, le Moyen, le Proche-Orient reconnaissent la marocanité du Sahara, plus de 33 pays ont leur consulat à Laayoune et à Dakhla. 15 pays dans l'Union européenne reconnaissent l'intégrité territoriale du Maroc, y compris l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal. Donc, partant de ce principe, il y a une reconnaissance pratiquement internationale de la marocanité du Sahara. Et les liens économiques et politiques et historiques qui nous lient à la France, on était en position de demander une clarté positionnelle, politique de la France vis-à-vis de ce dossier. Alors, je vais juste ajouter une petite chose, enfin peut-être deux, pour nos téléspectateurs, de leur faire savoir que sur le site africapresse.paris, dont je suis l'éditeur, il y a un excellent article de M. Lassane Haddad, ancien ministre, sur l'enracinement historique de la marocanité du Sahara, puisque il y a bien des siècles déjà, des tribus nomades du Sahara faisaient acte d'allégeance aux souverains marocains successifs. Donc c'est une très très longue histoire, comme d'ailleurs le Maroc lui-même a 1000 ans d'histoire, voire c'est la plus ancienne monarchie régnante actuellement. Et la deuxième chose, c'était une question, Monsieur le Président.
ici à Paris, dans certains milieux, bon, notamment journalistiques ou proches on va dire des assemblées, on entend que le président Macron, à l'occasion de sa visite prévue au Maroc, fera la déclaration officielle, solennelle, de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Est-ce qu'on entend les mêmes bruits chez vous ? Je voudrais revenir sur un point, ce qu'il y a un livre qui vient de sortir, qui a été écrit par un écrivain historien français, M. Lugan. Je conseille, pour connaître la réalité du problème du Sahara marocaine, il faut le lire parce qu'il est basé sur la réalité frontalière dont je viens de parler, comment la France a trouvé le Maroc, dans son intégrité territoriale. Est-ce que vous pouvez répéter le nom, éventuellement le titre, parce que je n'ai pas bien entendu? Il y a un livre qui vient de sortir, écrit par l'historien et écrivain, M. Lugan, sur la réalité du problème, pour lequel il défend l'intégrité totale, l'intégrité territoriale du Maroc, y compris le Sahara marocain, et en se basant sur des faits historiques et sur des cartes géographiques qui sont d'ailleurs bien installées et bien archivées aux archives de Nantes et au Quai d'Orsay aussi. Donc c'est un livre qui est très intéressant, il a fait une étude historique et qui reflète la réalité des choses. Bon, depuis, il y a quand même un réchauffement relationnel, tout en sachant qu'il n'a jamais eu, il a eu un gel probablement de relations politiques, mais jamais sur le plan d'échanges économiques, sur le plan d'échanges de la justice, de l'armée. Tout ça fonctionnait parce que le Maroc est un pays qui respecte ses engagements. Il se peut qu'on a un gel relationnel sur le plan de décision politique, mais tout ce qui reste, c'est toujours respecté, et c'est ça le pays de droit et le pays de la démocratie. On ne mélange pas la politique avec les intérêts économiques et les intérêts d'engagement qu'on a avec la France dans les grands dossiers sécuritaires, migratoires. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'arrêt de relationnel dans ce sens. Maintenant, pratiquement, depuis la visite du ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, pour lequel je relève 2 points essentiels sur sa déclaration. Que la France accompagnera le Maroc dans son investissement au Sahara marocain, sur le plan économique. Ça, c'est un point positif. Deuxième point, après 2 années de gel, je pense que la France prendra une décision plus avancée par rapport à son état actuel. Pour un ministre des Affaires étrangères, je ne pense pas qu'il pourra dire plus que ça, parce qu'il y a des décisions qui ne sont prises que par la haute autorité de chaque pays, et par le respect aussi de la haute autorité du pays. Depuis, il y a eu des visites succinctes du ministre des Finances, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Industrie. Il y aura la haute commission des 2 pays qui vont se réunir, présidée par les chefs du gouvernement. Il y aura la visite qui a été déclarée officiellement par le président du Sénat, suite à notre invitation, à l'invitation du président de la Chambre des conseillers du Maroc. Donc il y a une visite qui est programmée. Tout ça en espace d'un temps pour vous dire que l'amitié entre le Maroc et la France, quoi qu'il en soit, les tensions qui peuvent exister de temps à autre, ce que le fondement de la relation et l'enracinement de la relation entre les 2 pays est intact. Et c'est ça, lorsque je parle de la racine, c'est une racine qui est ancrée, entretenue et protégée. Donc, on peut avoir des fluctuations, mais dès qu'on arrange ce problème, eh ben, la machine, le rouleau compresseur commence à fonctionner et fonctionne rapidement comme rien n'y était. Bon, maintenant, il y a une visite prévue par le président de la République française. Je ne peux à aucun moment vous dire quelle sera sa position et qu'est-ce qu'il va dire au Maroc. Évidemment, moi, en tant qu'homme politique, en tant que citoyen marocain, en tant que militant pour notre cause d'intégrité territoriale, c'est mon souhait le plus vif que la France ait une position claire sur ce dossier. Parce qu'on a besoin d'avancer.
parce que le Maroc a besoin de se développer encore plus. Et c'est dans l'intérêt de la France. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la stabilité africaine veut dire une stabilité migratoire. Pour avoir une meilleure maîtrise migratoire, il faut avoir une meilleure stabilité africaine. Et c'est dans ce sens que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, il a pu réunir les ministres des Affaires étrangères du Sahel à Marrakech pour pouvoir trouver cette issue vers l'Atlantique. Dernièrement, il a réuni le Forum Atlantique, qui était extraordinaire, pour lequel il y a eu une discussion sur le développement de ces régions. Le Maroc est un acteur essentiel en Afrique. C'est un investisseur essentiel en Afrique, financière, économique, et qui participe aussi au développement social des pays africains. C'est aussi le premier investisseur africain en France. Oui. Mais oui. Oui, c'est le premier pays africain investisseur en France, effectivement. Donc, est un acteur essentiel en Afrique. Tout à fait. Et pour maintenir la stabilité de la région, il faut d'abord tous les conflits qui peuvent être utilisés pour déstabiliser la région, il faut qu'on l'arrête. C'est dans l'intérêt de la stabilité de la région et pour le développement aussi de la région. Aujourd'hui, on est dans une vision d'unir le continent africain vers un développement économique stable, vers un développement social stable, et c'est comme ça qu'on va pouvoir élever le niveau de l'Afrique, qui pourra, en ce moment-là, maîtriser mieux son immigration, parce que les gens vont trouver ce qu'ils veulent dans leur pays, dans leur développement, dans leur stabilité sociale. Alors, cette idée royale du corridor atlantique pour désenclaver les pays du Sahel, c'est parfait. La question, c'est quand même que pour aller au bout vers les ports, il faut passer par la Mauritanie. Or, la Mauritanie n'a pas vraiment donné de réponse, ou alors ça a évolué. Est-ce que vous avez des informations sur ce... Vous parlez essentiellement, je crois, du gazoduc Nigeria-Maroc. Oui. Et ça, c'est 5600 km. Ouais. Dont 13 pays vont en bénéficier. Ça va... c'est-à-dire le financement est équivalent à 25 milliards de dollars, à peu près. L'étude a été réalisée et tout a été réalisé. Maintenant, on est en train de rentrer dans la deuxième phase de l'application et de l'instruction de ce projet. C'est un projet qui va être extraordinaire parce qu'il va arranger pas mal de problèmes énergétiques et d'assurer une souveraineté énergétique de certains pays. Et en même temps, il va assurer même une souveraineté énergétique, il va aider à la souveraineté énergétique européenne parce que c'est de là qu'il va pouvoir transiter vers l'Europe. Donc, le plus important, c'est ça. Il y a un grand port aussi à Dakhla qui va faciliter cette ouverture atlantique. Ben justement, je voulais vous demander comment avance l'équipement structurel de la région de Dakhla. C'est pratiquement l'essor économique. Ah non, c'est Dakhla aujourd'hui. Vous savez, des investissements qui ont été réalisés sous l'impulsion de Sa Majesté, à Laayoune et à Dakhla. C'est un investissement extraordinaire. Le port aujourd'hui à Dakhla, le port de Dakhla, ça va être un exemple, et ça va être le plus grand port de l'Afrique, et ça va être une porte de transit de cette ouverture atlantique pourra se faire par cette issue. Les infrastructures qui ont été réalisées dans ces zones, dans la région de Dakhla, de Laayoune, les infrastructures de base complémentaires, la souveraineté énergétique, ces villes sont autonomes. La souveraineté hydrique, parce qu'on est en train de faire un investissement extrêmement important dans le cadre de dessalement, à Dakhla, à Laayoune, la faculté de médecine, le CHU. Ce que je vous dis, il faut visiter, parce que pour éviter, pour rectifier certains dires journalistiques, parfois qu'ils sont mal fondés, c'est de visiter le Sahara marocain pour voir la réalité et la crédibilité de nos dires aujourd'hui. Et le Maroc, sa porte est ouverte pour une visite économique, avec une vision économique, financière et sociétale, comment cette région s'est développée sous l'impulsion de Sa Majesté. Parmi les grands projets, il y a le prolongement du TGV, etc. Il y a aussi, je crois, une question d'autoroute électrique entre Dakhla et Casa.
Vous en êtes où Oui. avec ce projet? Bon, ça c'est en étude. Novateur. C'est novateur, c'est en étude. Mais aujourd'hui, jusqu'à 2030, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc est en chantier pratiquement. Oui. En chantier. C'est que le prolongement de TGV, les infrastructures sportives qui sont en train d'être renouvelées, des prolongations d'autoroutes. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 3000 km d'autoroutes. Aujourd'hui, toutes les régions marocaines sont devenues à proximité de l'Europe. Ce qui a assuré l'attractivité économique, ce qui a facilité le transport. Et c'est dans cette vision que le Maroc continue à se moderniser et continue à faire un développement des infrastructures et pour être prêt pour 2030. Donc le Maroc, je pense que économiquement et financièrement, cette vision qui est lointaine, je pense qu'il pourra lui donner cette souveraineté économique et financière. Oui, vous avez, depuis que le roi Mohamed VI est arrivé, enfin le début de son règne, il y a toujours eu cette vision très vite qui s'est mise en place, prospective. Et du coup, on est assez admiratif de ça, il faut dire les choses simplement, car ces dernières années, décennies même, ça nous a manqué en France, on a oublié ce que c'était qu'un plan, une prospection, enfin une projection dans l'avenir. Alors il nous reste 3-4 minutes, Monsieur le Président. Une dernière question peut-être. Alors, outre évidemment la reconnaissance de la marocanité du Sahara, qui est une question existentielle, que, comme pour la France a été l'Alsace-Lorraine, enfin, je veux dire, c'est évident. Bon, qu'est-ce que vous attendez de la France et qu'est-ce que vous attendez de l'Europe, éventuellement, en termes de coopération économique, de partage des chaînes de valeur? Il y en a une qui est merveilleusement exemplaire, c'est l'automobile à Tanger, puisque c'est devenu en 3-4 ans le premier poste d'exportation du Maroc devant les phosphates. Alors, j'arrête avec mon propos, je vous laisse développer votre réponse. Je voudrais revenir sur un petit point rapidement. Ce que Sa Majesté a fait une politique, outre que la politique économique et la politique de la démocratisation et du respect des droits de l'homme au pays, oui. Il avait une politique sociétale. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Oui. C'est extrêmement. Aide aux démunis, c'est une enveloppe budgétaire extrêmement importante de 26 milliards de dirhams. Aide pour l'acquisition immobilière, enveloppe budgétaire de 10 milliards de dirhams. Cette vision sociétale, il faut la mettre en vue parce que ça donne une souveraineté économique et une souveraineté sociétale et une stabilité sociale qui est extrêmement importante. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de la France? La France est un partenaire d'abord économique. Il nous lie avec la France une amitié ancienne, historique. Le Maroc a toujours été jugé par ses engagements et le respect de ses engagements au sein de l'Union européenne. La France aujourd'hui doit être aux côtés du Maroc pour aider encore plus les pays qui n'ont pas encore reconnu la marocanité du Sahara sur les pays restants au sein de l'Union européenne. Il en a 15, il en a encore 12. La France peut jouer ce rôle de médiateur extrêmement important. La France peut aider aussi le Maroc, comme il a si bien dit le ministre des Affaires étrangères, dans l'accompagnement de l'investissement économique qui est en train de se faire dans le Sahara marocain. Et la France peut aider aussi le Maroc dans et on peut participer aux côtés de la France. C'est la souveraineté énergétique. Le Maroc est en train de faire un investissement extrêmement important dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le Maroc, pratiquement, il a 40% d'autonomie énergétique basée sur le solaire, les éoliennes et sur les énergies hydriques. On est en train d'avoir une sécurité, une souveraineté hydrique par cette politique de dessalement que la France peut aider dans ce sens, parce qu'on est en train de généraliser toutes les stations de dessalement. Il y a à Dakhla, à Laayoune, à Kazan, à Rabat qui est en train de se faire, à Tanger, à Jdida. Donc on est en train de généraliser cette politique de dessalement pour donner cette souveraineté hydrique. Par conséquent, cette souveraineté agricole et alimentaire qui est extrêmement importante. Le Maroc a pratiquement atteint une légère autosuffisance alimentaire, mais vous savez,
Ça fait pratiquement, on n'a pas eu de chance, ça fait 5 ans qu'on a cette sécheresse qui nous a impacté, même sur le plan de chômage, qui a impacté le Maroc, puisqu'on a perdu plus de 200 000 emplois par le problème de la sécheresse. Mais lorsqu'on réalisera cette généralisation des dessalements, on ne pourra récupérer tout ce qu'on a été perdu. Et ça, la France peut jouer aussi un rôle extrêmement important dans ce sens. Donc, la France peut jouer un rôle politique, économique, et aussi, le Maroc peut être le garant et défendre les intérêts de la France, en Afrique aussi. Et le Maroc est bien placé dans sa politique, il est bien ancré dans sa politique économique, sociale et politique en Afrique. Monsieur le Président Mohamed Zidou, merci d'être venu. Je vais vous demander une dernière faveur, c'est de me prévenir la prochaine fois que vous reviendrez à Paris. On fera la deuxième mi-temps sur le développement économique et social, j'ai bien compris. Voilà, merci beaucoup. Merci monsieur, merci de m'avoir invité. Donc, nous nous retrouverons pour l'émission qui sera diffusée le 3 juin, ce sera Afrique Actu numéro 4.